Bonjour Jean-Philippe André. Bonjour. Vous êtes donc le président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires qui représente 17 000 entreprises. Depuis des semaines, le ministre de l'économie Bruno Le Maire vous met la pression pour que vous acceptiez de renégocier avec les distributeurs pour faire baisser les prix. Est-ce que tout le monde est revenu autour de la table des discussions ? Vous avez fait référence, on a eu 2 réunions avec Bruno Le Maire et son équipe, parce qu'il y avait 2 autres ministres d'ailleurs autour de la table. On s'est vu encore récemment la semaine dernière. Et le sujet est toujours le même, c'est de dire il faut faire correspondre le moment où, effectivement, on peut, dans nos prix, dans nos tarifs qu'on va proposer à nos clients, insérer la vraie évolution des coûts. Et on a essayé, première chose, vous avez évoqué les 17 000 entreprises, on a dit la première chose qui est extrêmement importante, c'est que la très grande majorité des entreprises, c'est les PME, il faut les exclure de toute cette discussion parce que elles ne peuvent pas aujourd'hui entrer dans un circuit de baisse des prix parce que ça ne correspond pas. On a donc décidé, pour faciliter un peu le débat, mais aussi pour mieux cibler, de cibler les 75 plus grandes entreprises. Et sur les 75, combien sont en discussion aujourd'hui ? Et sur les 75, il y en a à peu près 45 qui sont de l'agroalimentaire. Je peux pas, moi j'ai aucune compétence à parler d'hygiène et de... Alors sur les 45 ? Et sur les 45, à peu près 90% ont répondu à l'appel de ce ministre. Et on peut constater qu'aujourd'hui, à peu près 80% vont activer des leviers pour faire en sorte que, dans les 3 prochains mois, les prix en rayon puissent baisser sur leurs produits. 80% des grandes entreprises de l'agroalimentaire vont baisser leurs prix dans les mois qui viennent. Oui. C'est ça. Après, ce qui est important, c'est de redire une chose qui est très importante. Sur ces 40 entreprises à peu près, la majorité ne peut pas baisser les prix de tarifs. Pourquoi ? Parce que pour le faire, il faudrait qu'il y ait correspondance dans le même temps d'une baisse des cours. Il y en a, on peut en parler si vous voulez. Et par ailleurs, il faut que je puisse acheter ces cours. Par contre, pour aller dans la démarche que vous décrivez, ce qu'on a dit, c'est que tous les autres, et c'est la grande majorité, on va faire des promotions spéciales qui auront un vrai impact sur le fond de rayon, de manière à ce que les produits soient un peu plus... Pour les consommateurs, ça change rien que ce soit des promotions ou des baisses de prix, à part que l'une est temporaire et l'autre définitive. C'est un problème de technique et de cohérence économique. On y est très attaché, d'accord ? Attendez, mais si 80% des grands groupes reviennent autour de la table et pas les autres, pourquoi les autres, elles ne reviennent pas autour de la table ? C'est quoi leurs arguments ? Les groupes, les sociétés, ces grandes sociétés... Des grandes marques, hein. Des grandes marques, toutes les marques qui sont maintenant sur la table du petit déjeuner avec vous, elles le font parce qu'on ne veut pas... Il y a une petite musique qui circule là, depuis quelques mois, qui, de notre côté, est assez insupportable, c'est de dire, il y aurait d'un côté ceux qui ont la compréhension de l'inflation, la compréhension des problèmes des gens, et de l'autre côté, il y aurait l'industrie agroalimentaire. Vous en avez marre de passer pour les méchants de l'affaire. Voilà, et on est ni indifférents, ni les méchants de l'affaire. Je le répète, la grande majorité, vous ne pouvez pas baisser immédiatement vos tarifs, simplement parce que, à part les céréales, la volaille, un peu le café, il n'y a pas de baisse. Par contre, ces groupes-là et ces marques-là veulent appuyer la démarche du gouvernement, qui est légitime, de dire, tiens, on veut absolument accélérer la baisse de l'inflation, et donc s'engage à faire des promotions pour aller dans ce sens. Ouais, vous nous dites qu'il y a une partie aujourd'hui des industriels qui ne peuvent pas baisser les prix. Quand on regarde le taux de marge du secteur de l'industrie agroalimentaire au premier trimestre, là, il y a quelques mois, 48% de marge, ce sont les chiffres de l'INSEE. C'est du jamais vu depuis 6 ans. En France, on est revenu au-dessus du niveau d'avant Covid. Ça, c'est bien de la marge de manœuvre, non ? Alors, moi, j'aime commenter des chiffres qui sont sur une année complète. Je pense que oui, mais c'est comme ça. La chance, on est en juin. Enfin, oui, mais je crois que c'est intéressant. Il y a l'inspection générale des finances a publié son rapport sur l'ensemble de l'année et sur l'ensemble de la filière. C'était l'année dernière, ça. Hein, oui, mais sur les chiffres de 2022. Depuis, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire la baisse des mais je me permets d'insister, c'est sur les chiffres de 2022, et on dit quoi entre 2022 et 2019, grosso modo, le monde agricole, et c'est très bien, a reconstitué une partie de ses marges, la distribution a fait plus 9, et nous, on a fait plus 1. Premier truc. Dans la fameuse réunion que vous évoquiez avec Bruno Le Maire de la semaine dernière, nous, on a été très étonnés par ces chiffres que vous évoquez. Moi, je ne vais pas ici contester les chiffres de l'INSEE, parce que dans le même temps, je vais vous dire que l'inflation est à plus 5, on ne conteste pas. Et donc, on est convenu, et on l'a fait vendredi dernier, il y a eu une première réunion de travail pour essayer de comprendre ce que l'INSEE met dans ses coûts. Pourquoi je dis Vous ne savez pas à quoi correspondent aujourd'hui ces 48% pas nous qui faisons les chiffres de marge de votre secteur.
Nous, on ne peut pas imaginer que sur le premier trimestre, on ait effectivement 5 ou 6 points de marge en plus, simplement parce que, sur le premier trimestre, 2 mois sur 3, c'est encore les prix de l'ancienne année, parce que tout le monde peut comprendre ça, et que si vous interrogez, c'est pas notre job, mais on a des remontées, sur les fameux 75, vous avez, mais je crois que ça doit se compter sur les 2 premiers doigts de la main, une entreprise qui nous dit aujourd'hui, droit dans les yeux, j'ai conservé mon niveau de marge par rapport à l'an dernier. Tout simplement parce qu'on a peut-être passé le coût des matières premières agricoles, on n'a largement pas passé le reste. Donc on est Vous ne très savez pas d'où intéressé. vient ce chiffre aujourd'hui? Ah non, pas du tout. Non, 48%, non. c'est quand même énorme. Hein. Mais c'est pour ça que nous, on le conteste sur la méthodologie. Et on est très intéressé de voir avec l'INSEE, et on le fait avec les gens de Bercy, pour dire comment ça... Donc quand l'INSEE dit que ce sont les industriels de l'agroalimentaire qui ont fait gonfler l'inflation dans les supermarchés, moi, vous dites non. Moi, je dis non, et clairement non. Voilà. Les prix alimentaires donc, ont augmenté de 14% sur un an. Les négociations ont repris, si on vous écoute. À partir de quand les consommateurs vont pouvoir voir dans les rayons les premiers prix baisser? Est-ce que ça commence déjà maintenant ou pas? Nous, on s'est engagé, notamment sur la partie du dispositif de promotion, de faire en sorte que ça puisse démarrer dès le mois de juillet, sur une période de 3 mois. Donc je pense entre début juillet, le 15 juillet, et sur les 3 prochains mois, de manière à ce que ça couvre la rentrée, vous allez avoir sur plusieurs centaines, je pense entre 200, 300 références, de marques nationales, là pour le coup, parce qu'on ne parle plus de marques distributeurs. Vous allez voir en rayon, évidemment, nos clients vont jouer le jeu. Je n'ai aucun doute là-dessus, que les Système U, les Auchan, les Carrefour vont jouer le jeu. Vous allez avoir la possibilité de baisser ces prix dans les toutes prochaines Et c'est quoi? Ce sera juste des promos ou alors vraiment les produits vont baisser? Je le répète, vous allez avoir à peu près 4-5 marques qui vont pouvoir baisser parce qu'elles sont dans les céréales, les volailles, etc. Et tous les autres vont faire des opérations promotionnelles qui n'étaient pas prévues, qui est de l'investissement additionnel. Et puisque vous venez de m'interroger sur les marges, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre sur des marges pour faire cette opération. Des baisses de quel montant? C'est à peu près entre 7,5 et 10%, à peu près. Il y a 200 à 300 produits de grande marque qui, de juillet à septembre, pardon, je Oui, résume, oui, tout à fait. La vont reformulation est baisser bonne. Entre 7,5, 7,5 et 10%, oui, à peu près. Oui, pour 3 mois et pas au-delà. Parce que pour l'instant, on s'est engagé sur faire cette opération sur 3 mois. Pour être parfaitement précis, quels produits vont baisser sur ces 200 à 300? Ça concerne quoi? La bouteille de soda, les fournitures, je sais que c'est pas chez vous, les produits transformés, qu'est-ce qui va baisser? Je pense que, je vous ai dit tout à l'heure, 80% des sociétés participent. Je pense que si vous prenez la liste des 75, tout le monde, toutes les sociétés feront une opération de promotion. Et puis des secteurs, je le répète, comme la volaille ou les pâtes alimentaires, là ça va être plus structurel, il y aura de vraies baisses de prix parce que les céréales ont baissé ou parce que la volaille a baissé. Jean-Philippe André, président de l'Association nationale des industries alimentaires, invité de France Info jusqu'à 9h. Il est 8h41. Voici Sophie Echen pour le Fil Info. Contrairement à ce qu'affirmait sur France Info le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, tout à l'heure, les recherches se poursuivent bien ce matin au lendemain de l'explosion d'un immeuble dans le 5e arrondissement. On ne connaît toujours pas son origine. Une personne est toujours portée disparue à ce stade. Il y a une trentaine de blessés, dont 4 en urgence absolue. Toujours pas de nouvelles du Titan, ce petit sous-marin parti explorer l'épave du Titanic à près de 4000 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord, avec 5 passagers à son bord. À partir de midi, heure française, les réserves d'oxygène seront officiellement épuisés à bord. Ils se réunissent à Paris pendant 2 jours pour transformer le système financier mondial. Une quarantaine de chefs d'État, de gouvernement, des représentants d'institutions et d'ONG, avec l'objectif de trouver des solutions pour réduire le fossé entre le Nord et le Sud, et notamment soutenir les pays pauvres alors que les crises sociales et climatiques se multiplient. Le site internet du centre hospitalier de Rennes, toujours inaccessible ce matin. Le CHU est victime d'une cyberattaque depuis hier soir. Sa direction précise qu'il n'y a pas d'impact sur la prise en charge des patients. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec Jean-Philippe André, le président de l'ANIA, l'association des industries alimentaires. Vous disiez juste avant le Fil Info que 80% des grosses entreprises, des grandes marques, allaient baisser soit le prix des produits, soit effectuer des opérations de promotion. Globalement, est-ce que vous nous dites ce matin aussi, on ne retrouvera jamais les prix d'avant la crise, avant l'inflation? Je suis d'accord avec ça. Et je crois qu'il faut le dire parce que aujourd'hui, on peut imaginer, nous on n'est pas des prévisionnistes, mais aujourd'hui vous avez une inflation alimentaire de 14%, elle va baisser progressivement d'ici la fin de l'année, on sera aux alentours de 6 ou 7. Il faut dire clairement, le français est une langue précise. Quand vous êtes à 6 ou 7, vous êtes toujours encore en augmentation. Et quant à dire, parce que beaucoup de gens nous interrogent, mais nos prix de 2019, d'avant-crise, avant Covid, avant la guerre, etc. Alors, ça n'engage que moi.
d'accord ? Mais je pense qu'il faut dire aux gens, on ne reviendra jamais à ces niveaux-là. Parce que tous les circuits économiques ont été chamboulés, les salaires ont augmenté, donc on ne retrouvera pas ces prix-là. Donc, et par ailleurs, il y a... C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on va très rapidement être confronté à d'autres sujets, puisque en tant que citoyen et consommateur, vous allez vouloir avoir des produits plus décarbonés, plus locaux, etc. Tout ceci va faire en sorte que aujourd'hui, on change de paradigme et on va passer dans une autre époque. Et donc ce sera plus cher quand on produit local ? Non, ça veut dire simplement, pour répondre à la question de madame, c'est que je crois qu'il est juste et honnête de dire en 2024, 2025, on ne reviendra pas au prix de 2019. Ça, c'est certain. On constate, ce sont les distributeurs qui le disent, que les consommateurs qui aujourd'hui doivent rogner sur leurs achats privilégient les marques consommateurs et les marques premier prix à celles aux grandes marques que vous représentez, Jean-Philippe André. Vous l'avez chiffré, ça, cette désaffection ? Si vous prenez la situation à fin mai, d'accord ? Vous avez grosso modo, vous avez des volumes, parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus parler en chiffre d'affaires, je le dis une fois pour toutes, chiffre d'affaires, ça ne correspond plus à grand-chose. Vous avez des volumes qui sont en baisse de l'ordre de 4%. Pas plus que ça. En volume, c'est beaucoup, c'est malheureusement beaucoup. Et à l'intérieur de ce 4%, vous avez les marques nationales qui sont plus affectées que les marques de distributeurs. De combien donc, pour les marques nationales ? on est aux alentours de 5-6%, donc c'est beaucoup. Mais ça revient bien à dire que, vous comprenez bien que, en tout cas pas les marques nationales ou les marques régionales, marques en général, personne n'a intérêt à alimenter un système d'inflation qui, à la fin, se retournerait contre nous. Mais et simplement favoriserait les marques ces consommateurs qui ont abandonné les produits de grandes marques pour aller vers les marques Auchan, Carrefour, Système U, etc. Ils vont revenir à coup de promo. Ils vont, je pense, parce qu'il y a fondamentalement, nous, en tout cas, c'est notre métier, il y a un attachement viscéral à la marque. Après tout, ils ont pu découvrir que le produit distributeur, il n'est pas plus mauvais et qu'il est moins cher. Mais je dis peut-être, mais je dis il faut pas, parce que nous, notre métier, c'est de continuer à faire en sorte de démontrer ça. Mais en creux, par contre, il faut, et il y a dans votre question, il y a quand même le problème du consentement au prix. C'est-à-dire qu'on veut la marque, on veut le local, on veut le bio et tout ça. Et aujourd'hui, il y a une partie de la population, ça il faut quand même le reconnaître, qui a un problème d'accès au prix. Ça, il faut l'avoir. Mais on a l'impression que vous ne jouez pas suffisamment le jeu. Je donne l'exemple du trimestre anti-inflation qui a été largement incité par le gouvernement. Les distributeurs ont accepté de prolonger le trimestre anti-inflation qui devait s'arrêter au 15 juin. Pour chaque magasin, la plupart des produits choisis pour ce trimestre anti-inflation sont des marques distributeurs. Ça veut dire quoi ? C'est parce que vous n'avez pas joué le jeu, vous n'avez pas voulu faire les efforts du côté des grandes marques ? Loin de moi l'idée de critiquer ce qu'ont fait les distributeurs là-dedans, parce que je dis ça va dans le sens d'aider les gens sur l'inflation. Maintenant, sur un magasin, sur un supermarché, hypermarché, vous avez à peu près 3500 marques de distributeurs. Quand vous faites un panier de 150 à 500, ça relativise quand même l'effort qui est fait. Nous, maintenant, on vient de proposer cette démarche de type promotionnel. On part sur 3 mois, puis on verra bien comment fonctionne le dispositif sur la fin de l'année. Vous parliez des promos il y a quelques instants, Jean-Philippe André. Il y a les vraies et les fausses. L'association Foodwatch a épinglé récemment 12 produits de grandes marques qui sont vendus en lot, plus cher qu'à l'unité. Je vous donne un exemple. Le prix au kilo des Pépito, les célèbres biscuits, augmente de 25% quand ils sont vendus par paquet de 2. Vous trouvez ça normal ? Écoutez, nous, on a, là encore, quand nous on fait une promotion, on a intérêt à ce que ce soit efficace. Si une promotion... Tout le monde, quand il achète plusieurs paquets, pense faire une bonne affaire. Mais bien sûr. Est-ce qu'il est possible que ce ne soit pas le cas ? Je dis que l'industriel qui fait de la promotion, parce que c'est lui qui la paye, il a intérêt à ce que ce soit efficace. Donc, ce que vous évoquez là, c'est pas le summum de l'efficacité. Pépito, c'est chez vous ? Non, pas du. Enfin, c'est chez vous. Oui, bien sûr, ça relève. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de discussion pour dire attention. Et après, le distributeur, c'est comme le distributeur aussi qui fait l'offre promotionnelle finale. Tout ce qui va dans le sens d'une information claire du consommateur, il faut le faire. Et tout ce qui pourrait l'induire en erreur, il faut le. On ne peut pas bannir tout simplement ce genre de pratique qui ressemble quand même à de l'arnaque, même si tout ça est légal. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai découvert le point de Foodwatch avant de rentrer en studio. Vous parlez de 12 produits. Il y a 47 milliards d'actes d'achat dans l'année. Je répète, 47 milliards. Passez-moi le point de dire que 12 sur 47, même s'ils existent, c'est trop, mais c'est 47. La très grande majorité des promotions a pour but
pour nos marques, de vendre plus. Donc on a intérêt à l'efficacité et pas à produire de l'inefficacité. Jean-Philippe André, en début de semaine, on recevait le ministre de la Transition écologique qui s'inquiétait de la sécheresse cet été. Est-ce que c'est votre cas à vous aussi? Est-ce que ça va avoir un impact sur ce qu'on va trouver ou pas dans les rayons dans les prochains mois? Et quels produits pourraient être impactés? Alors, il y a deux angles de... Je vous propose deux angles de lecture à votre question. Un, il y a sécheresse en général. Pas plus tard qu'hier, on commence à voir des dépêches AFP qui ressortent. Tiens, sécheresse aux États-Unis, sécheresse en Europe. Poutine qui menacerait d'interrompre la livraison de la céréale. Ouais. Point d'alarme, point d'interrogation, pas de réponse immédiate. Et deuxième chose, c'est l'eau en général. Et l'eau, en général, c'est un, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est un partenaire de notre industrie. Moi, je suis un ancien brasseur. J'ai travaillé pour une très grande brasserie française. À mon époque, pour faire 1 litre de bière, il fallait 7-8 litres d'eau. En process, en fabrication, etc. Les derniers chiffres que moi j'ai de nos amis brasseurs qui font partie de l'ANIA, c'est qu'aujourd'hui, on est à moins de 4. D'accord ? Vous avez l'association bretonne de l'agroalimentaire qui se penche sur ça. Ils ont un projet qui regroupe à peu près une trentaine de sites industriels où ils ont identifié la possibilité d'économiser 2,5 millions de mètres cubes d'eau. 2,5 millions, on ne sait pas ce que c'est. C'est 1000 piscines olympiques. Simplement pour dire que ça va devenir une constante, qu'on le veuille ou pas. On fait partie de ces pays qui, historiquement, on a eu ce luxe incroyable de ne pas devoir s'en occuper. Tout ce qu'on fait... Là, par exemple, cet été, il va y avoir des restrictions d'eau. Oui. Comment vont faire les industriels? Est-ce que, par exemple, vous demandez au pouvoir public, il nous faut des dérogations pour telle industrie, tel secteur, parce que sinon on n'arrivera pas à produire? Nous, ce qu'on demande... Alors d'abord, on a besoin d'eau, sinon vous n'avez plus ni vos pépitos, ni la bière. Même à 25% plus cher. Même des pépitos très très bons, qui font un excellent produit. Non, par contre, ce qu'on demande au pouvoir public, c'est de dire, tiens, il y a alors en très mauvais français, c'est le reuse, la réutilisation des eaux usées. La France est un pays... Si vous moins comparez, de 1% aujourd'hui en France. Si vous comparez Israël, c'est 90%, mais même les Espagnols, c'est à 10%. Donc il faut absolument accélérer la production des décrets qui permettent, vous n'avez pas besoin d'eau potable pour un certain nombre d'opérations de nettoyage en agroalimentaire. Et en faisant cela, évidemment, on ne touchera en rien au haut niveau de qualité que nous avons sur l'industrie agroalimentaire française. Qui est la meilleure au monde, d'ailleurs. Jean-Philippe André, président de l'Association nationale des industries alimentaires. Vous restez avec nous, il est 8h50. Le fil info, Sophie Echen. Il reste encore une personne disparue près de 16 heures après l'explosion d'un immeuble à Paris dans le secteur du Panthéon qui a fait une trentaine de blessés. Le pronostic vital de 4 d'entre eux est toujours engagé. La mairie de Paris revient sur ce qu'elle avait dit un peu plus tôt et affirme que les pompiers continuent de déployer les décombres ce matin. Des manifestations dans plusieurs villes françaises hier en soutien au soulèvement de la Terre après l'annonce de sa dissolution. À Toulouse, le maire Jean-Luc Moudinque dénonce avoir été pris à partie par des membres de l'ultra-gauche. 2 hommes interpellés à Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, et des témoins entendus dans le cadre de l'enquête sur l'incendie au domicile du maire en mars dernier. Incendie qui avait mené à sa démission. Et puis il rentrera dans l'histoire du basket américain la nuit prochaine. Victor Wembanyama qui s'apprête à devenir le premier Français numéro 1 de la draft. Événement majeur de la NBA qui permet de sélectionner de nouveaux jeunes joueurs à travers le monde. À 19 ans, l'ancien joueur de Boulogne-le-Valois va très probablement rejoindre les Spurs de San Antonio, ancienne équipe d'un certain Tony Parker. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Braquia, Marc Fauvel. Toujours avec le président de l'Association nationale des industries alimentaires, Jean-Philippe André. Les ventes de bio ont reculé assez nettement l'an dernier en France. 9% de baisse dans les enseignes spécialisées, 5% de baisse dans la grande distribution. Comment vous voyez son avenir? Je pense que le bio est au cœur de la problématique aujourd'hui du consentement au prix. C'est malheureux parce que d'abord, il y a beaucoup d'agriculteurs, c'est pas notre métier, mais nous, on est très liés à eux, qui ont beaucoup investi. Et qui aujourd'hui sont en train de revenir à l'ancienne méthode. Oui, et qui se trouvent dans cette impasse de consentement au prix. Quand vous avez des problèmes de pouvoir d'achat, tel qui se manifeste aujourd'hui, le premier critère d'arbitrage pour ces gens-là, c'est inévitablement le prix. Mais ça veut dire que si la demande redémarre dans quelques mois, dans quelques années, on n'est pas sûr que l'offre soit suffisante. Si aujourd'hui les agriculteurs sont en train de changer. C'est pour ça, mais c'est pas notre domaine de spécialité en tout cas, mais c'est le message que nous on passe aux autorités, parce qu'on a des adhérents chez nous qui sont sur le bio. Il faut arriver à gérer cette transition
ce passage difficile, de manière à ne pas faire ce que vous venez d'évoquer. J'ai beaucoup poussé, je détruis, et on se retrouve dans 2, 3, 4 ans, on n'a de nouveau plus rien. Et on serait décalé par rapport à des tendances de marché. Donc il faut, je crois, accompagner intelligemment, ça veut dire sans doute aussi peut-être par des aides, ces métiers-là, de manière à ce qu'ils ne désinvestissent pas, alors que nous, massivement, société, on l'a dit, on veut du bio. Donc il faut absolument les aider. Jean-Philippe André, l'association UFC Que Choisir demande aux autorités européennes de rendre l'affichage du Nutri-Score obligatoire. C'est cet affichage qui permet de savoir si un produit est bon pour la santé. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que vous y êtes favorable? Je pense que l'ANIA et nos adhérents, on est vraiment constants sur le sujet. Aujourd'hui, on peut estimer qu'il y a à peu près 700 entreprises qui affichent un Nutri-Score. Nutri-Score, c'est information. Nous sommes pour l'information. Mais comme tout le monde ne le fait pas, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire? Oui, mais je crois que le plus important, c'est de dire nous sommes pour l'information. Après, il y a aujourd'hui des points qui n'ont pas encore été traités. Pour certains produits, surtout nos produits, je pense au fromage, le Nutri-Score les rejette dans une catégorie de produits affichage C ou D qui correspond en tout cas pas à la culture de ce pays. Vous avez par ailleurs des alliances de mets. Si j'achète un jambonneau tout seul, je vais être en D. Je mets le jambonneau dans la même barquette chez le même industriel et je mets des lentilles, je vais me retrouver en B ou C. J'ai un problème de portionnage. Vous, habituellement, qui a 100 grammes, c'est comme ça que c'est fait. Vous, aujourd'hui, vous n'allez pas manger spontanément toujours 100 grammes de beurre. C'est rare. Donc, il faut à la fois faire ça, il faut le faire au niveau européen, information, oui, il faut le faire au niveau européen, et il faut se caler un peu plus dans ce qu'on nous appelle la projection d'une alimentation équilibrée. Une fois qu'on a dit ça, il faut le faire. Pourquoi il n'y a pas de Nutri-Score, par exemple, sur le Coca-Cola? Mais parce que sans doute, d'abord, moi ici, je n'ai pas à commenter. C'est l'un de vos adhérents. C'est un de, et bien sûr, c'est un très bien adhérent. Moi, je suis très fier d'avoir cet adhérent. Mais là, on a une démarche. Non, mais on a une démarche. Là, la question aussi, elle est très ancrée et très orientée sur la France. Coca-Cola, ça ne vous a pas échappé, c'est une marque internationale. Suivant les situations des différents pays, il faut qu'ils aient quelque chose d'harmonisé. Et je pense que si demain c'est harmonisé européen, évidemment, ils le feront également, bien sûr. Ils n'ont pas envie de le faire parce que ça pourrait faire baisser les ventes? Je crois pas, parce que je crois qu'ils sont vraiment dans la même démarche. Et je répète, je n'ai pas à commenter Coca ici, mais ils sont dans cette démarche de dire, dès que ça sera harmonisé, bien fait au niveau de l'ensemble des pays, on le fera, mais comme d'autres. Dans la même logique que le Nutri-Score, le gouvernement veut mettre en place un étiquetage environnemental, ce qui pourrait s'appeler l'éco-score, pour informer le consommateur sur le bilan carbone du produit, dire s'il a été traité ou pas avec des pesticides. Est-ce que vous y êtes favorable là aussi? De nouveau, c'est de l'information. Il faut éviter les combats de dinosaures, d'accord ? Les dinosaures, ils sont morts parce qu'ils ne sont pas adaptés. Nous, nos métiers, ils sont en évolution perpétuelle. Si vous m'aviez interviewé il y a 10 ans, on n'avait pas les mêmes recettes, on ne commercialisait pas de la même manière, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place progressivement. Donc on pouvait demain avoir un éco-score, parce que vous allez être intéressé sur l'origine de vos produits. Demain, vous allez avoir en plein score. Je le dis sous forme de boutade, laissez-moi juste encore un tout petit peu de place, mettre le nom de la marque, de manière à mettre le nom de la marque, de manière à ce que vous voyez, si vous achetez des petits pois ou un shampoing. C'est la seule chose, d'accord ? Mais sur le fond, c'est quelque chose qui va se mettre en place. J'insiste sur le fait qu'il faut que ça se mette en place dans un cadre européen. Je voudrais qu'on dise un mot sur quelque chose d'important. Les banques alimentaires voient ces derniers mois, depuis le Covid et encore plus depuis l'inflation, le nombre de leurs bénéficiaires augmenter. Est-ce que vous avez transmis des consignes particulières aux industriels pour qu'ils donnent davantage de produits maintenant et pour l'hiver prochain ? Alors, je n'avais pas prévu votre question. Il se trouve que l'ANIA, en tant que représentante de ces plats qui sont chez vous, on est partenaire des banques alimentaires. Et on se voit régulièrement avec eux. On donne les consignes. Je crois qu'on fait l'effort maximum. Il y a même un effet un peu pervers, c'est incroyable, c'est qu'à force d'optimiser l'organisation des entreprises, et on sort d'une période Covid où chaque volume était important, vous avez de moins en moins de stocks supplémentaires, vous avez de moins en moins de choses à donner. De moins en moins de produits qui sont en limite de date de DLUO, etc. Donc je pense que nous-mêmes, il va falloir qu'on change un peu ça, et bien sûr on soutient ça. Ça ne cache pas derrière le vrai problème, c'est qu'il faut veiller dans ce pays à ce qu'une alimentation saine et équilibrée puisse être accessible à tout le monde. Et je le répète, ce n'est pas que
l'apanage et le souci du gouvernement. C'est pas que le souci des distributeurs, c'est aussi nous, parce que nous, on est chez vous toute la journée, du matin au soir. Merci à vous Jean-Philippe André, Merci président à de vous. l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires, invité de France Info. Bonne journée à vous.